Blueprint 28, performance sous pression, gestion de crise. Chapitre 1, je suis l'œil du cyclone, le centre de calme dans la tempête. Je m'installe, je ressens l'air sur ma peau, le poids de mon corps, le sol solide sous mes pieds, et je porte mon attention sur le chaos, la tempête. Je peux la sentir, même quand elle n'est pas là. C'est un vrombissement lointain, une pression dans l'air, le souvenir d'avoir été une feuille emportée par le vent, tourbillonnant sans contrôle, une victime du fracas et de la fureur. Je ressens cette vieille identité, cette fragilité. Je l'observe, je la reconnais, et je la laisse partir, car elle n'est pas la vérité. Je retire ma conscience de la périphérie, du vent hurlant et des débris qui volent. Je la ramène vers l'intérieur, toujours plus profondément, en un point unique, au centre de mon être. Et là, une transformation s'opère. Le bruit assourdissant de la tempête s'estompe. Il ne disparaît pas, mais il devient un son de fond, lointain, comme si j'étais dans une sphère de verre indestructible. À l'intérieur de cette sphère, le silence est absolu. L'air est frais, dense, complètement immobile. Ma vision devient d'une clarté surnaturelle. Je vois le chaos qui fait rage à l'extérieur, mais je le vois au ralenti. Chaque mouvement, chaque trajectoire, parfaitement lisible. C'est l'œil du cyclone, et je ne suis pas simplement à l'intérieur. Je suis cet œil. Je suis ce centre de calme absolu. Je ne suis pas la tempête. Je ne suis pas la feuille dans le vent. Je suis l'immobilité souveraine autour de laquelle la tempête tourne. Ma nature fondamentale n'est pas le mouvement, mais le calme. Ma puissance ne vient pas de la capacité à lutter contre le vent, mais de ma capacité à être le point de non-mouvement. La tempête n'est pas mon ennemi. Elle est simplement un phénomène météorologique. Elle ne peut pas toucher mon centre. Elle ne peut pas altérer ma clarté. Cette certitude s'ancre en moi, non comme une pensée, mais comme une sensation physique. Je suis le silence dans le bruit. Je suis l'immobilité dans le chaos. Je suis l'œil du cyclone. Et chaque fois que la pression montera, que le vent se lèvera, je ne ferai que retourner plus profondément dans ma propre nature, dans ce centre de calme indestructible. Chapitre 2. Je comprends la physiologie du stress extrême et je la maîtrise. Je reviens dans ce centre de calme absolu, dans l'œil du cyclone. De ce point de clarté parfaite, je peux observer non seulement la tempête extérieure, mais aussi la tempête intérieure. Je tourne mon regard vers l'intérieur, vers la machine biologique de mon corps. Je vois le système non pas comme un mystère, mais comme un mécanisme que je peux comprendre et diriger. Je vois les glandes surrénales, ces petites usines de puissance. Je visualise la menace perçue qui déclenche le signal. Et je vois le déferlement, l'adrénaline, le cortisol. Je les vois comme une vague d'énergie brute, un carburant à haut indice d'octane inondant mon système. Je vois ces effets avec la précision d'un ingénieur, le sang qui quitte le cortex préfrontal, le centre de la pensée rationnelle, pour affluer vers les membres. Le rythme cardiaque qui s'accélère, la vision qui se rétrécit en un tunnel. Je comprends ce processus, je le respecte. C'est un héritage de survie, mais je ne suis plus l'esclave de cet héritage. Je suis son maître, je ne subis pas cette vague, je la canalise. Je reconnais la montée d'adrénaline non pas comme un signal de panique, mais comme un signal de mise sous tension. C'est mon corps qui me donne les ressources pour une performance de pointe. Mon travail est de diriger ces ressources. Par le contrôle de ma respiration, je module mon rythme cardiaque. Par un acte de volonté focalisé, je force le sang à retourner irriguer mon cortex préfrontal, maintenant ma capacité d'analyse en ligne. Je ne cherche pas à arrêter la vague. Je construis les canaux et les barrages pour diriger sa puissance exactement là où j'en ai besoin. Je suis le pilote de ma propre physiologie. Je ne suis plus une réaction chimique, je suis le chimiste. Chapitre 3. Mon ancrage somatique est inébranlable sous pression maximale. Depuis le calme de l'œil, ma conscience descend. Elle quitte la salle de contrôle de l'esprit pour habiter pleinement le vaisseau du corps. La maîtrise mentale est une chose, mais sous le feu, c'est la vérité du corps qui prévaut. Je dois donc construire mon calme non seulement dans l'éther de la pensée, mais dans la densité de la chair et de l'os. Je porte toute mon attention sur la plante de mes pieds. Je ressens chaque centimètre carré de contact avec le sol. Je ne me contente pas de sentir le sol, je le pousse. J'imagine des racines, épaisses et puissantes, qui jaillissent de mes pieds, traversent le plancher, la terre, le roc et s'ancrent directement dans le noyau en fusion de la planète. Je ne suis plus une entité séparée, je suis une extension de la Terre elle-même. La gravité n'est plus une force qui me pèse, c'est un flux d'énergie stabilisateur qui me traverse et me cloue au sol. Je ressens mon centre de gravité descendre, s'installer bas dans mon ventre. C'est mon point d'équilibre, mon hara, inébranlable. Ma respiration change. Elle n'est plus thoracique et courte. Elle est abdominale, profonde, lente. Chaque inspiration est une absorption de la stabilité de la Terre. Chaque expiration est une dissolution de la tension superflue dans mes épaules, ma mâchoire, mes mains.
Mon corps devient une forteresse de calme. Plus la tempête hurle à l'extérieur, plus mes racines s'enfoncent, plus le chaos s'agite, plus mon centre devient lourd et immobile. Mon corps n'est plus une source de signaux de panique. Il est la source de ma certitude. Sous la pression maximale, quand l'esprit pourrait être tenté de vaciller, mon corps me rappelle à l'ordre. Il me rappelle ma connexion à la Terre. Mon ancrage somatique est ma vérité ultime, mon point de retour inébranlable. Chapitre 4. Je maintiens une clarté cognitive absolue lorsque l'enjeu est élevé. Je suis l'œil du cyclone. Mon corps est ancré à la terre. Une montagne d'immobilité. La vague hormonale du stress est canalisée. Le terrain est préparé. Je ramène maintenant ma conscience vers le haut, dans la salle de contrôle de mon esprit, le cortex préfrontal. À l'extérieur, la tempête de la crise fait rage. Informations contradictoires. Délai impossible. Enjeu critique. C'est un blizzard de données conçu pour submerger et paralyser la pensée. Mais je ne suis pas dans le blizzard. Je suis dans l'œil. À l'intérieur de ce silence, je déploie un protocole de clarté cognitive. Je vois le chaos d'informations non pas comme un assaut, mais comme des particules en suspension dans l'air. Mon esprit est un filtre à particules d'une efficacité redoutable. Ma première action est de trier. Je pose la question impitoyable. Quelle est l'information la plus critique en ce moment? J'ignore activement tout ce qui est bruit, opinion, spéculation. Je ne me concentre que sur le signal pur. Ma deuxième action est de simplifier. Je prends le problème central et je le déconstruis jusqu'à ses principes premiers. Je le réduis à sa question la plus simple. Je ne me laisse pas noyer dans la complexité. Je trouve le cœur battant du problème. Ma troisième action est de séquencer. Je ne pense pas aux 10 prochaines étapes. Je pense à la seule et unique prochaine étape. Quel est le mouvement le plus efficace que je puisse faire dans les 3 prochaines minutes? Mon esprit n'est plus une machine à s'inquiéter de l'avenir. C'est une machine à résoudre le présent immédiat. Ma clarté n'est pas une absence de pensée. C'est une focalisation extrême de la pensée. Le blizzard peut faire rage, mais mon attention est un laser qui tranche à travers la tempête pour illuminer la seule chose qui compte. Maintenant. Chapitre 5. Je ralentis ma perception du temps pour une analyse rapide et précise. Je suis ancré. Je suis focalisé. Je vois le cœur du problème. Mais le temps, dans une crise, semble s'accélérer, se contracter, écraser l'espace nécessaire à la réflexion. C'est une illusion, et je suis le maître des illusions. Je ne subis pas le temps, je le dilate. Par un acte de volonté et de calme intérieur, je modifie ma perception. Je ne peux pas changer la vitesse de l'horloge sur le mur, mais je peux changer la vitesse de l'horloge dans mon esprit. Je porte mon attention sur les détails. Je remarque la façon dont la lumière frappe un objet. J'entends le bourdonnement subtil de l'électronique. J'observe le micro-mouvement d'une main nerveuse en face de moi. En me plongeant dans la richesse sensorielle de l'instant, je l'étire. Les secondes se décomposent en une myriade de microsecondes. Je crée de l'espace. Je ressens ce phénomène non pas comme une accélération de ma pensée, mais comme un ralentissement de tout le reste. Les événements qui semblaient se précipiter sur moi se déroulent maintenant avec une lenteur presque gracieuse. Une phrase agressive qui m'aurait semblé instantanée se déploie maintenant mot par mot, me laissant tout le temps d'en analyser l'intention et la structure avant même qu'elle ne soit terminée. J'ai du temps. J'ai tout le temps du monde. Cette perception subjective du temps ralenti n'est pas une fantaisie. C'est un état de performance de pointe bien documenté, un état de flow induit par la pression. En restant dans l'œil du cyclone, je m'autorise à entrer dans cet état à volonté. Dans cet espace temporel dilaté, je peux effectuer des analyses complexes, évaluer des options multiples et repérer des opportunités subtiles avec une vitesse et une précision qui sembleraient surhumaines à un observateur extérieur. Je ne suis pas plus rapide. Mon monde est simplement plus lent. Chapitre 6. Je prends des décisions critiques avec courage et détachement. Le temps est dilaté, l'analyse est faite, j'ai la clarté. Maintenant vient le moment de vérité, le moment de l'action, le moment de la décision. Dans une crise, l'hésitation est une forme de mort lente. Je dois couper. Je dois choisir une voie, sachant que je n'aurai jamais toutes les informations, que la certitude est un luxe qui n'existe pas. Mon processus de décision est un équilibre parfait entre la rigueur et le lâcher-prise. La rigueur a déjà eu lieu. Dans le temps dilaté, j'ai évalué les probabilités, j'ai pesé les conséquences de second et troisième ordre, j'ai consulté mon intuition stratégique. Le chemin optimal est identifié. Maintenant vient le courage. Je ressens la peur de me tromper. Je la vois comme une vibration froide dans ma poitrine. Je ne la nie pas. Je ne la supprime pas. Je l'accepte. Je la ressens. Et je décide quand même. Mon courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action en présence de la peur. Et cette action est rendue possible par le détachement. Je me détache de l'issue.
J'ai fait le meilleur processus de décision dont j'étais capable, avec les informations et le temps dont je disposais. C'est tout ce que je contrôle. Le résultat appartient désormais à l'univers. Je ne lie pas mon identité au succès ou à l'échec de cette seule décision. Je la lie à la qualité de mon processus. La décision est prise. C'est un clic mental, net et sans appel. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. À partir de cet instant, il n'y a plus de doute, plus de retour en arrière. La décision n'était que le pont. Ce qui compte maintenant, c'est de traverser avec engagement et discipline. Chapitre 7. Je compartimente mes émotions pour maintenir une performance optimale. La décision est prise, l'action est en cours, la tempête fait rage, et je navigue à travers elle, minute par minute. Mais dans le fracas de la crise, des émotions puissantes émergent inévitablement. La frustration face à un obstacle, la colère face à une erreur d'un coéquipier, le doute qui tente de s'infiltrer. Je reconnais ces vagues émotionnelles. Elles sont naturelles, mais les laisser inonder le poste de pilotage serait une erreur fatale. Je suis le capitaine de mon navire intérieur. Je suis aussi l'ingénieur en chef. Mon esprit est un sous-marin conçu pour naviguer dans les profondeurs sous haute pression. Je déploie un protocole de compartimentation. Je visualise une émotion, la frustration par exemple, comme un liquide dense et sombre qui commence à s'infiltrer dans un compartiment. L'alarme retentit dans mon esprit avant que la fuite ne puisse se propager et affecter les systèmes critiques de la pensée rationnelle et de l'action. J'agis. D'un acte de volonté, je scelle les cloisons étanches autour de ce compartiment. Clang. Le son est net, métallique, définitif. L'émotion n'est pas niée, elle n'est pas réprimée. Elle est contenue. Elle est là, dans son compartiment, et je sais que je devrais m'en occuper plus tard, une fois la crise passée. Mais pour l'instant, elle est isolée. Elle ne peut pas contaminer ma performance. Je ressens une clarté froide revenir. Mon esprit est sec, fonctionnel, concentré sur la tâche à accomplir. Ce n'est pas un acte de déni, c'est un acte de discipline tactique. C'est la capacité de dire « pas maintenant, plus tard ». C'est une compétence essentielle pour maintenir une endurance mentale sur la durée d'une crise. Je suis le gardien de mon propre état de fonctionnement optimal. Chapitre 8. Je transforme la peur en carburant pour l'action focalisée. J'ai compartimenté la frustration, la colère, le doute, mais il y a une émotion plus primale, plus puissante, qui ne se laisse pas si facilement enfermer. La peur de l'échec catastrophique, la peur pour ma sécurité ou celle des autres. Je la ressens non pas comme un liquide, mais comme une charge électrique pure, une énergie brute qui crépite au centre de mon être. Tenter de l'enfermer serait inutile, elle ferait sauter toutes les cloisons, la combattre serait épuisant. Je choisis une troisième voie. Je ne la contiens pas, je ne la combats pas, je la transforme. Je deviens un alchimiste de l'énergie. Je me tiens face à cette boule d'électricité crépitante au centre de ma poitrine. Au lieu de reculer, je m'en approche. Je l'accepte pleinement. Oui, tu es là. Je te sens. Puis, je visualise un convertisseur d'énergie, un transformateur mental que j'installe juste au-dessus de cette charge électrique. C'est un dispositif de ma propre conception. Par un acte d'intention pure, j'ouvre les vannes. Je laisse l'énergie brute de la peur s'écouler dans le convertisseur et je la vois se transformer. La fréquence change. La couleur passe d'un bleu glacial et chaotique à un rouge incandescent et cohérent. L'énergie brute de la peur est transmutée en une énergie d'une qualité différente. Le focus absolu, la même intensité, mais dirigée, canalisée, productive. La peur qui aurait pu me paralyser devient le carburant qui aiguise mes sens, qui accélère ma pensée, qui renforce ma détermination. L'énergie qui disait « fuis » dit maintenant « agis ». Je ressens cette chaleur se répandre dans mes veines. Ce n'est plus une peur paralysante, c'est une urgence exaltante. Je ne suis pas sans peur, je suis au-delà de la peur. Je suis celui qui utilise le feu du dragon pour forger son épée. Chapitre 9. Je m'entraîne régulièrement dans des conditions de stress simulé, inoculation. Le calme dans la tempête n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle doit être entraînée. Un guerrier ne teste pas sa nouvelle armure pour la première fois sur le champ de bataille. Il s'entraîne avec. Je ne peux pas attendre la prochaine crise pour savoir si mes protocoles mentaux sont solides. Je dois les forger et les tester dans le feu contrôlé de la simulation. Je deviens l'architecte de mes propres épreuves. Je m'engage dans un processus d'inoculation au stress. Je recherche activement des situations à faible enjeu qui déclenchent ma réponse au stress et je les utilise comme mon dojo personnel. Prendre la parole en public, participer à une compétition, fixer un délai artificiellement court pour une tâche complexe. Ce sont mes sparring partners. Dans ces simulations, je pratique délibérément mes compétences. J'active mon ancrage somatique, je ralentis ma perception du temps. Je prends des décisions sous une pression légère mais réelle.
Je compartimente ma frustration quand les choses ne se passent pas comme prévu. Je transforme mon anxiété de performance en focus. Chaque séance d'entraînement est comme une vaccination. J'injecte une petite dose du virus du stress dans mon système. Mon corps et mon esprit apprennent à le reconnaître, à développer des anticorps, à y répondre de manière de plus en plus efficace. Le seuil de déclenchement de ma panique augmente. Ma capacité à rester dans l'œil du cyclone devient un réflexe, une seconde nature. Quand la véritable crise arrive, je n'ai pas à réfléchir. Mon système a déjà été entraîné. Il connaît la danse. Il est prêt. Chapitre 10. Ma récupération post-crise est rapide et complète. La tempête est passée, le calme est revenu. L'action intense est terminée. L'ancien moi aurait continué à avancer sur l'adrénaline résiduelle, ignorant la fatigue et la tension accumulée jusqu'à l'effondrement inévitable. Je comprends maintenant que la performance d'élite n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans la récupération. La phase post-crise est aussi critique que la crise elle-même. Je déploie un protocole de décompression actif. Je ne m'effondre pas passivement. Je gère ma descente. La première étape est de libérer la tension physique. Je m'engage dans une activité physique légère, une marche, des étirements, pour aider mon corps à métaboliser les hormones de stress résiduelles. Je ressens la tension quitter mes muscles comme de la glace qui fond. La deuxième étape est de traiter la charge cognitive et émotionnelle. C'est le moment d'ouvrir les compartiments que j'avais scellés. Je me donne un espace et un temps définis pour débriefer avec moi-même ou avec une personne de confiance. Je revois les événements, non pas pour me juger, mais pour intégrer les leçons. Je laisse les émotions contenues, la frustration, la colère, la peur, s'exprimer et se dissiper dans un environnement sûr. Je ne les laisse pas s'enquister et devenir des toxines. La troisième étape est la recharge. Je donne à mon système exactement ce dont il a besoin pour se reconstruire. Un sommeil de qualité, une nutrition riche en nutriments, une hydratation. Je considère ces éléments non pas comme des luxes, mais comme des nécessités non négociables. Ma récupération n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de professionnalisme. Je suis un athlète de la performance. Je sais que ma capacité à affronter la prochaine tempête dépend directement de la qualité de ma récupération après la dernière. Chapitre 11. Je prospère sous pression. Les défis éveillent le meilleur de moi-même. Je suis au centre de l'œil, mais ce n'est plus un refuge. C'est mon état naturel. Je regarde l'horizon et je ne vois plus la menace d'une tempête. Je vois l'opportunité d'une danse. Ma relation à la pression s'est inversée. Je ne la subis plus. Je ne me contente plus de la gérer, je la recherche. J'ai compris, dans chaque fibre de mon être, que la pression est le ciseau du sculpteur. Le calme plat, l'absence de défi, ne produit que la stagnation. C'est sous la pression intense que le carbone se transforme en diamant. C'est dans le feu de la forge que le fer devient de l'acier. Les défis ne sont pas des obstacles sur mon chemin. Ils sont le chemin. Chaque situation à enjeu élevé est une invitation à accéder à la version la plus puissante, la plus claire, la plus focalisée de moi-même. Je ressens une joie profonde et sereine lorsque la pression monte. C'est le signal que le jeu devient intéressant. C'est le moment où mes compétences les plus affûtées peuvent enfin s'exprimer. C'est le moment où je me sens le plus vivant. Je ne suis plus défini par ma capacité à éviter les problèmes. Je suis défini par ma capacité à les transcender. Je suis privilège. Ils sont le test qui confirme ma maîtrise. Ils sont l'épreuve qui éveille le meilleur de moi-même. Je suis prêt, j'attends, j'accueille la prochaine tempête.